Une conférence qui fait en quelque sorte une suite logique des conférences que nous organisons maintenant depuis plus de 3 ans et qui portent sur la Grande Roumanie. Ces conférences, aussi toutes les conférences où cette problématique se trouvait vraiment au cœur de nos intérêts, a débuté début 2016, l'année de l'entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre. Et depuis, elle s'est poursuivie. Vous vous rappelez, on a eu des conférences qui ont été faites par des personnalités connues. Je citerai donc le légataire testamentaire du général Berthelot, qui est membre de notre association, le professeur Jean-Claude Dubois, le historien spécialiste il a écrit ce livre de référence portant sur le général Berthelot. Je citerai également le professeur Amat qui a parlé de Marton, l'autre grande personnalité française auquel la Grande Roumanie doit ses frontières. Et la liste est longue, je ne peux pas m'étendre. Je rappellerai simplement encore une coïncidence. Il y a une année, la Maison roumaine qui était invitée de faire une conférence à Sibiu pour l'Astra qui était intitulée Franța, o inimă care a bătut pentru România, autrement dit la France, une âme qui a battu pour la Roumanie, qui a eu une présence française prestigieuse, notamment par l'Académie de La Rochelle, plusieurs représentants, et j'ai eu moi-même cet honneur de faire une conférence portant justement sur la maison roumaine et la Grande Union, où je présentais un petit peu notre travail commun pour cette période essentielle pour la création de la Roumanie urbaine. Cette conférence, la dernière de cet automne, va être présentée par une personnalité de Cluj, Madame Anna Maria Stan, qui est la directrice du musée de l'université Babes-Bolyai, le président qui nous a salué de la Sorbonne tout à l'heure. Lui-même, il était très fier d'être docteur honoris causa de cette université, la plus grande de Roumanie. Et Anna Maria Stan parlera, vous avez eu le titre de sa conférence, l'appui culturel et scientifique de la France pour la création de la Grande Roumanie. Donc c'est une suite un peu logique, ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une aide importante pour la création de la Grande Roumanie, mais il y a une aide importante aussi après la Grande Guerre. La présence de la France a été essentielle dans beaucoup de domaines. Et c'est un peu le cœur, j'ose dire, de cette conférence. Alors oui, je vais parler de l'appui culturel de la France pour la Grande Roumanie, parce que c'est un sujet que je connais, disons, assez bien. Et c'est un sujet intéressant aussi. Et c'est un sujet que, comment dire, entre la France et la Roumanie, pour citer Titulescu, c'est toujours difficile de faire le pas entre le cœur et la raison. Donc, de mettre... pourquoi ce sujet? Parce que c'est vrai que l'influence de la France en Roumanie, ça date depuis longtemps, comme M. Nella l'a bien montré. Ça date depuis au moins le milieu du 19e siècle. Mais la Grande Guerre, la suite de la Grande Guerre, si je peux dire comme ça, on a un peu changé la donne parce que il y a d'autres conditions géopolitiques, économiques, culturelles qui ont fait que l'aide de la France se manifeste dans d'autres domaines plutôt qu'auparavant. Donc, si on pense au XXe siècle, et surtout si on pense à la période de l'après la Grande Guerre,
plus ou moins, je dirais qu'il y a trois grandes étapes dans la relation franco-roumaine. Il y a la première qui va de 1919 jusqu'en 1926 à la signature du traité d'amitié entre la France et la Roumanie. Et là, on a un entrecoupement des intérêts parce qu'on était juste après la guerre, parce que la Roumanie et la France voulaient vraiment mettre en place ce qu'on avait décidé à Paris, le paiement de réparation, le maintien des frontières, de statu quo, donc et pour ce qui est de la France, elle voulait, parce qu'elle redoutait toujours la guerre à deux fronts, elle voulait faire cette fameuse politique de cordon sanitaire et ces alliances de revers. Donc on a commencé à faire ça avec beaucoup de pays de l'Europe centrale et orientale et surtout avec la Roumanie. Puis il y a les années 26-33, plus ou moins, et après, c'est les années 33-39, mais je n'entre pas dans les détails. Moi, j'ai pensé pour cette conférence de m'arrêter vraiment à la moitié des années 20, parce que pour plusieurs raisons, et une des plus importantes, c'est que en 1924, donc, on a la fondation de l'Institut français à Bucarest, et après, comme je viens de le dire, il y a le traité d'amitié avec la Roumanie, le traité d'amitié entre la France et la Roumanie. Et donc, puisqu'on est toujours dans le centenaire de la Grande Guerre vient de se terminer, mais il y a plein de retombées de la guerre, et si je puis dire, il y a d'autres centenaires qui sont en cours. Et comme je viens de Cluj, là, il faut que je mentionne que toute l'année, cette année, on a fêté vraiment le centenaire de 100 ans d'enseignement à langue roumaine en Transylvanie, d'enseignement universitaire en Transylvanie, ce qui n'est pas peu. Et donc on a vraiment vu l'importance de cette aide française pour la Transylvanie en particulier. Mais ma conférence va donc se centrer sur la Transylvanie, mais peut-être pas seulement. Il faut dire d'ailleurs, et je vais vous présenter un peu le plan, malheureusement comme je n'ai pas le PowerPoint. Donc il y a trois points peut-être dans mon intervention. Il faut un peu parler des préliminaires de cette aide française à la Grande Roumanie. Donc, je vais parler un peu de ce qui est les années 1817-1919. Pour faire tout court, je vais parler du travail de la mission universitaire roumaine en France. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce sujet. Puis, franchement, je vais rementionner des noms qu'on a déjà évoqués ici, donc Berthelot et de Macron, un tout petit peu. Et on va parler des missions universitaires françaises en Roumanie, et puis de leur site, de ce que c'est à Romain. Et donc, je vais commencer par le travail de la mission universitaire en France, parce que là, on est dans un véritable travail de propagande fait évidemment par les Romains, et surtout dans les dernières années de la guerre, c'est-à-dire à partir de 1917, quand la situation en Roumanie n'était pas très bonne. Et surtout, c'est le travail, et surtout dans les provinces qui vont rentrer dans la nouvelle Roumanie, c'est ce qu'on appelle la Grande Roumanie, donc les provinces historiques qui appartenaient à l'Empire de l'Autriche-Hongrie ou à la Bulgarie, comme c'est le cas de la Dobroudja, ou à la Russie, comme la Bessarabie. Et donc, c'est toute une propagande faite surtout par les Roumains, parce que je ne vais pas entrer dans le détail de la mission française de M. Berthelot, dont vous connaissez si bien, mais les Roumains qui viennent en France, qui étaient déjà à Paris pendant la Grande Guerre, et ceux qui viennent de Roumanie dans les dernières années de la guerre, poussent dans beaucoup de milieux, surtout dans des milieux intellectuels et politiques français, cette idée que la France doit aider la Roumanie. Et j'ai pris cette citation que je ne sais pas si vous la voyez assez bien, mais si je vais la relire pour vous. C'est une citation qui appartient à un très fameux savant roumain qui s'appelle Dumitru Drăgicescu, qui est psychologue, philosophe et politologue. C'est lui qui a écrit la psychologie du peuple roumain.
Et lui, donc, il avait fait une publication en 1918, publiée aux librairies Félix Alcan, sur la Transylvanie, qui s'appelait tout court la Transylvanie, esquisse historique, géographique, ethnographique et statistique. Et là, il disait, c'est du Provence, l'Alsace, Lorraine, comme la Transylvanie, ont eu le même sort. L'une fut arrachée directement à la France et soumise à la culture prussienne. L'autre fut arrachée à la nation roumaine, donc indirectement à la France. Elle fut soumise indirectement aussi à la culture prussienne par l'entremise obligeante des Magyars. Les Roumains peuvent donc dire que la Transylvanie est leur Alsace-Lorraine et, si l'on envisage la question des Roumains de cette province du point de vue de l'expansion intellectuelle française, nous pouvons dire, et les Français peuvent le dire avec nous sans exagération, que la Transylvanie n'est pas seulement notre Alsace-Lorraine, mais aussi la leur. Donc c'était une image très forte qu'on a poussée, ce n'est pas dans seulement cet ouvrage, mais on trouve cette image de comparaison entre la Transylvanie et l'Alsace-Lorraine dans beaucoup de livres, dans beaucoup d'articles de presse que les Roumains ont publiés à Paris, surtout à partir de 1917 jusqu'en 1919. Je vous avais dit que le premier point dans mon exposé va être le travail de la mission universitaire roumaine en France. Et puis, quelques mots sur la visite du général Berthelot en Transylvanie, qui est un épisode un peu moins connu par rapport à tout ce que Berthelot a fait en Roumanie. Quelques mots aussi sur la visite du ministre de la France en Roumanie en Transylvanie, le fameux comte de Saint-Hilaire qui a de très beaux mémoires. Peut-être que certains d'entre vous les avez lus. Et puis, sur la mission universitaire française en Roumanie. La mission universitaire roumaine en France, c'était une initiative d'une association roumaine, une association de professeurs universitaires de Roumanie, qui à l'époque, comme je disais, c'était fondé à Iași, parce que tout le monde était en Moldavie, tout le monde était en refuge en Moldavie, le gouvernement, la famille royale, tout ce qui comptait. Bucarest était occupé par les Allemands. Donc cette association se fonde à Iași au printemps 1917 et parmi d'autres idées qu'elle a, c'est de constituer une mission des universitaires roumains pour aller à Paris et faire la même chose qu'ils faisaient déjà à Paris, les Serbes, même les Hongrois, les Bulgares et d'autres nationalités de l'Empire de l'Autriche-Hongrie, parce que chacune de ces nationalités faisait de la propagande en France pour la fin de la guerre, pour voir comment la France pouvait aider les nouvelles frontières. On savait pas qui allait gagner la guerre, mais les actions de propagande, ça se faisait beaucoup à Paris. Et on avait donc fait une commission au début c'était 10 professeurs de l'université de Bucarest et de l'université de Iași. Et c'était donc des professeurs, parmi lesquels j'ai mis ici Ermil Pangrati, c'était un ancien recteur de l'université de Bucarest, ou un historien, Ioan Ursu, Ermil Pangrati, le fameux mathématicien, Ioan Ursu, un historien de Iași, ou Charles Drouet, qui était en fait, même si le nom il est français, il était un Roumain d'origine française, si je peux dire comme ça, parce que sa famille était allée en Roumanie à la fin du 19e siècle, et lui, il enseignait le français à l'université de Bucarest. Et donc, cette association de professeurs universitaires roumains ont eu cette idée de la mission universitaire roumaine en France, et ils ont eu l'aide du gouvernement roumain qui a dit « Oui, c'est une bonne idée, on va vous aider à arriver à Paris. » Et on va en plus vous donner une mission. En fait, ils avaient eu 2 missions. Une mission, c'était vraiment celle de faire de la propagande, comme j'ai dit, de publier des livres, de publier des journaux. Et puis, c'était... pardon, c'est de l'autre côté. C'est comme par exemple le journal La Roumanie. Et aussi, c'était une mission plus officielle, si je peux dire, qui était qui était une mission de négocier avec les autorités universitaires françaises la future réforme de l'enseignement roumain après la Grande Guerre.
Donc on savait, quand je reviens sur cette idée, on ne savait pas encore si la France allait gagner la guerre. On était en 17 et début 18, mais il commençait à demander l'aide de la France pour une réforme, surtout de l'enseignement technique. Moins pour l'enseignement en sciences humaines, mais enseignement technique sur tout ce qui est polytechnique, chimie, physique, voilà, et des choses qui avaient des applications dans l'industrie ou dans l'économie. Et carrément, donc ils ont négocié cette mission de professeur universitaire roumain en France. Ils ont négocié avec les plus hautes autorités du ministère de l'enseignement français. Ils étaient reçus très bien, ils ont eu de longues négociations. Il y a eu un travail dans des commissions qu'on a constituées, des commissions pour les sciences humaines et des commissions pour les sciences techniques. Et les interlocuteurs français étaient assez importants, comme par exemple Charles Lippmann, mais pas seulement. Lucien Poincaré, c'est un nom qui revient encore. Et donc, eux ont négocié cela. Et ils ont été, pour dire tout court, très bien reçus par leurs homologues scientifiques français. Et donc, les événements de 1918, on a changé la donne. Et puis il y a l'union et puis la formation de la Grande Roumanie. Et les membres de cette mission roumaine en France, universitaire roumaine en France, vont rester à Paris jusqu'à peu près au printemps de 1919. Après, ils vont rentrer en Roumanie. On retrouve certains d'entre eux, même à l'université de Cluj, comme par exemple ce fameux Ioan Ursu, l'historien, qui va être le premier professeur d'histoire du monde à l'université roumaine de Cluj. Voilà. En même temps, donc, tandis qu'à Paris, c'était ce travail de la mission universitaire roumaine, en Transylvanie, après l'armistice de 1918, c'est le général Berthelot qui dit: je vais aller en Transylvanie, voir de mes propres yeux qu'est-ce qui se passe, je vais aller dans une sorte de tournée de pacification en Transylvanie et au Banat, parce que les troupes étaient sur place, les Hongrois, les troupes hongroises, les troupes roumaines. Au Banat, il y avait les troupes françaises, parce qu'il faut vous rappeler, le Banat qui était très disputé entre les Serbes et les Roumains, à l'époque a été pour un bon moment sur une occupation, sur une administration française, des armées françaises d'Orient. Et les Français n'ont pas quitté le Banat que fin juillet 1919, donc ça fait loin après l'armistice. Et donc Berthelot va dans son tournée en Transylvanie, il va dans différentes villes, et même il va jusqu'à Belgrade. Il revient par exemple à Timișoara, donc ça Belgrade c'est en Serbie, Timișoara c'est une ville dans le Banat roumain, pour voir en fait comment faire la frontière, parce qu'on était en plein, à Paris, on était en plein dans la négociation de la conférence de paix, et personne ne savait qui était le trajet définitif de la frontière. Et là, il rencontre plein de gens, c'est une euphorie franchement de cette visite en Transylvanie. Il rencontre aussi des universitaires à Cluj, mais des universitaires hongrois, avec qui il négocie un peu, parce qu'à ce moment-là, il y avait un universitaire hongrois qui était zoologue assez connu par les milieux scientifiques, István Apati, et lui, il était à l'époque le représentant de l'Hongrie de l'Est pour les Alliés. Il avait aussi des fonctions, comment dire, politiques, pas seulement des fonctions scientifiques. Il y a eu une rencontre, Berthelot-Apati à Cluj, et ils ont négocié un peu sur le trajet de la frontière, mais ça n'a pas duré longtemps. Je veux dire que ce qu'ils ont décidé, qui n'a pas été mis à l'écrit, n'a pas vraiment duré très longtemps, parce que les choses changeaient très vite. Mais Berthelot, dans son voyage, là, ce qu'il constate, c'est vraiment l'enthousiasme de la population roumaine et leur désir d'appartenir, comment dire, à la Roumanie. C'est vrai que ça venait pas de la part des Hongrois de Transylvanie, ça venait seulement de la part des Roumains, qui vraiment lui faisaient des poèmes dédiés à Berthelot et dédiés
à la France en disant, voilà, on est reconnaissant à la France, qu'ils nous ont aidés dans la guerre, et il faut que la France continue à nous aider. Donc il faut s'ouvrir pour apprendre le français, il faut s'ouvrir à l'influence latine, parce qu'on ne veut plus de l'influence allemande, justement comme je vous avais déjà mentionné dans cette citation. Et ce sentiment que Berthelot le constate à la fin de 1918 et tout au début de 1919, c'est le même sentiment qui va arriver, qui est constaté aussi par le comte de Saint-Hilaire qui va visiter la Transylvanie en automne 1919. Et lui, il va dans une mission à Budapest où il avait été envoyé par le roi Ferdinand, et en rentrant à Bucarest, il passe par la Transylvanie. Et il visite aussi la ville de Cluj. Déjà, l'université avait été reprise par les Roumains, parce que là, à Cluj, il y avait une université de langue hongroise fondée en 1872, qui, au mois de mai 1919, a été reprise par les Roumains, et le roumain devient langue officielle d'enseignement. C'est pour ça que je mentionnais notre centenaire. Et comme une petite question à côté, je me demandais récemment, est-ce que l'Université de Strasbourg a fêté le centenaire de son retour à la France? Je ne sais pas, ce serait intéressant de voir s'il y a des choses qui ont été faites. Mais justement, l'Université de Cluj, donc, elle devient roumaine à partir du mois de mai 1919. Et Berthelot visite cette université roumaine et il dit, voilà, c'est une belle université qui ressemble un peu aux universités de Nancy et de Grenoble, avec de belles installations scientifiques, des laboratoires et tout ça. Il faut avoir vraiment l'intérêt de prendre soin de cette bonne université et d'implanter une influence française. Et aussi, il dit, donc, j'ai mis une citation, que voilà, on doit faire de cette université un foyer de culture latine et qu'on doit vraiment prendre soin d'orienter un peu la nouvelle génération et de, comment dire, entre parenthèses, de dominer les nouvelles générations et de les orienter et par une influence intellectuelle française, de nous implanter aussi du point de vue économique. Parce que dans son rapport qu'il envoie au Quai d'Orsay, Saint-Hilaire dit déjà que voilà, les Américains, les Anglais sont intéressés d'implanter des entreprises en Transylvanie et dans toutes les autres nouvelles provinces de la Roumanie. Alors la France ne doit pas se laisser faire et être sur une seconde place. Il faut être là comme les Anglais et les Américains veulent y être. Voilà. Et donc ça, c'était un sentiment de l'automne 1919. Et Saint-Hilaire lui aussi encourage cette aide française envers la Roumanie. Et c'est d'ailleurs les informations que les représentants français envoient du terrain, donc de la Roumanie vers Paris, s'entrecoupent bien ou, disons, se superposent sur les intentions de Paris. Parce qu'en juin 1919, on a déjà la première réponse française à ce désir de collaboration roumain dans le milieu académique. Alors là je vais parler maintenant de la mission universitaire française en Roumanie. En fait, on peut dire qu'il y en a deux. Il y a la délégation qui va arriver et qui va visiter la Roumanie en juin 1919, qui est une délégation très intéressante. Je vais revenir sur celle-ci. Et puis il y a la vraie mission universitaire roumaine qui se met en place depuis l'automne 1919 et qui va rester tout au long de l'entre-deux-guerres. Je dirais que ça va rester jusqu'à même à la suspension, à la dissolution de l'Institut français qui arrive en 1948. Et cette mission universitaire française de Roumanie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regroupe des professeurs du lycée et des universitaires qui enseignent en Roumanie tout au long de l'entre-deux-guerres. Mais je reviens au départ sur cette mission, la première mission où la délégation qui arrive dans l'été de 1919, au mois de juin 1919 à Bucarest. C'est une mission formée par des grands universitaires. J'avais déjà mentionné Lucien Poincaré, c'était celui qui avait reçu Roumain à Paris, le fameux physicien. Celui qui dirige, et je crois qu'il était à l'époque vice-recteur de l'Université de Paris, et celui qui dirige cette délégation française qui va à Bucarest.
Et là, un petit point intéressant, c'est que dans les négociations qu'on a eues pour comment fonder, comment faire cette mission française qui va à Bucarest, la première proposition du président, c'était Édouard Herriot. Mais bon, Édouard Herriot, qui était à la fois universitaire et politicien assez connu, mais qui n'était pas du côté du bloc national qui dirigeait la France à l'époque. Donc on a rejeté la candidature, si je peux dire, d'Édouard Herriot. Et puis on a choisi Lucien Poincaré qui, étant le frère du président de l'époque, c'était quelqu'un de très bien, pas seulement du point de vue scientifique, mais ça montrait aussi bien l'influence politique. Donc c'était, comment dire, de la diplomatie culturelle, si je peux dire, ou de la diplomatie universitaire qu'on a fait grâce à cette délégation. Et c'était une délégation qui a eu parmi ses membres, justement, Emmanuel Dumartin, qui connaissait bien la Roumanie, le géographe, mais pas seulement, c'était Mario Roch, le linguiste, qui était aussi intéressé dans l'Europe centrale. C'était Charles Dill, le fameux spécialiste de Byzance. C'était Gustave Fougère, l'archéologue. Donc, plein de gens qui, en fait, connaissaient l'Europe centrale et qui avaient tout l'intérêt d'être sur place. Et donc, ils arrivent à Bucarest pour négocier avec leur homologue roumain. Et voilà, là, c'est une belle photo. Ils ont été reçus à l'université de Bucarest, à l'académie roumaine, dans l'aula de l'académie roumaine, et puis ils ont fait des conférences. Voilà, plein de conférences publiques qui ont eu un grand écho dans la presse. Et entre autres choses, qu'est-ce qu'on a fait, ou le plus important qu'on a fait, c'est qu'on a signé une convention de coopération intellectuelle, une convention très importante, qui porte le nom de Convention Angelescu-Poincaré. Angelescu, c'était à l'époque le ministre roumain de l'enseignement. Il est quelqu'un de très connu, c'était un libéral vraiment très bien, qui a fait beaucoup pour les écoles roumaines. Il était, après Spiro Haret, je crois, il était le plus important ministre de l'enseignement en Roumanie. Et donc, cette Convention Angelescu-Poincaré est signée en 15 juin. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dommage. C'est une convention relative au recrutement, au statut et au traitement du personnel universitaire mis par la France à la disposition du gouvernement roumain. C'était une convention qui disait que la France va envoyer des professeurs pour enseigner dans les lycées de Roumanie. C'est vrai qu'on se concentrait sur la Transylvanie, mais ce n'était pas la seule province où ces professeurs allaient arriver. Ils allaient arriver dans toute la Roumanie, toute la grande Roumanie. Et aussi les universités roumaines pouvaient choisir d'une certaine liste négociée entre les Roumains et les Français, choisir des enseignants qui allaient venir enseigner en Roumanie dans les universités. C'était une convention qui avait de très bonnes conditions au niveau des traitements des professeurs, parce que les Français étaient à peu près payés au même niveau qu'ils avaient en France. Donc, ce n'était pas une manque d'avantages pour ceux qui choisissaient d'aller en Roumanie. Et aussi, c'était une convention qui donc, prévoyait qu'il y avait des contrats qui duraient 5 ans, qui pouvaient être renouvelables, ou sinon résiliés à la fin de la première ou de la troisième année. Mais on va voir que pour la plupart des gens qui ont été choisis et qui sont allés en Roumanie, les contrats durèrent beaucoup plus que les 5 ans prévus, parce que les contrats ont été renouvelés et donc on a des professeurs français universitaires qui restent à peu près jusque dans les années 30 en Roumanie et surtout à Cluj. Et je reviens pour dire que c'était des profs qui n'enseignaient pas que le français. Évidemment, il y avait un prof de français, mais il y avait des profs qui enseignaient l'histoire de la médecine, qui enseignaient la chimie biologique, qui enseignaient, comme le fameux René Janel, qui était l'adjoint de Rakovica, qui faisait de la zoologie et des recherches dans les caves des montagnes autour de Cluj et dans toute la Roumanie. Donc c'était vraiment un personnel qui a fait de belles études en Roumanie et même après. Ils ont fait une belle carrière à leur retour en France. Et je reviens par exemple à M. René Janel, qui était très jeune à l'époque,
Et quand il rentre en France dans les années 30, à un moment donné, il va devenir directeur des jardins de plantes à Paris. Donc vraiment, il a bien continué sa carrière. C'était en plus aller en Roumanie pour sa carrière, ça a offert une ouverture vraiment, une grande ouverture. Et c'est ça que j'ai mis là, donc ça c'est Jules Gouillard, c'était un prof qui venait de Lyon, qui était en fait, sa spécialité était la parasitologie, mais en Roumanie il met les bases, et à l'université de Cluj surtout, il met les bases de l'histoire de la médecine. Et il va fonder même un petit musée de l'histoire de la médecine et il va former les spécialistes roumains qui restent après sur place. Puis Yves Auger, qui est vraiment, il était le prof de français à l'université de Cluj, mais Yves Auger qui était un ancien normalien et quelqu'un qui venait de l'Institut français de Florence et qui avait accepté aussi d'aller à Cluj. Et non seulement il enseigne le français, mais il va rester en Roumanie jusqu'en 1948. Donc, justement, son contrat a été renouvelé maintes fois. Et il a fait beaucoup aussi pour la culture roumaine. Par exemple, il est celui qui a traduit Sadoveanu en français, Hanu Ancuțe, si ça vous dit quelque chose pour certains. Et pendant la Grande Guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, pendant la Seconde Guerre mondiale, Yves Auger va en refuge avec l'université de Cluj, qui doit quitter la ville de Cluj pour des raisons dont je n'entrerai pas maintenant, c'est la guerre, voilà. Et Yves Auger, non seulement suit l'université dans son refuge et continue à enseigner, mais lui, il va très vite entrer dans la résistance française. Donc en fait, c'est un gaulliste en cachette qui va entretenir des liens avec la résistance française en Roumanie, et on a donc des détails, des mentions sur son activité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, je crois que faire des monographies et des biographies de chacun de ces hommes qui sont venus, c'est très intéressant. Et ça valait la peine d'avoir des petites monographies pour chacun d'entre eux. Parce que c'était vraiment des caractères très intéressants. Et là, le troisième dont j'ai mis, peut-être que la photo, c'est très connu, c'est peut-être le plus connu français, après le général Beltrot, même avant le général Beltrot, le plus connu français de Roumanie, qui est Emmanuel de Marton, le géographe qui, non seulement il a fait beaucoup pour les frontières de la Roumanie, à cause de son travail dans ce fameux comité d'études auprès du Quai d'Orsay pendant la conférence de la paix, mais qui, après, il continue sa collaboration avec la Roumanie et il va surtout à Cluj, où il va mettre le fondement de l'école roumaine de géographie de Cluj. Et pourquoi il va à Cluj? Parce qu'à Cluj, il va retrouver certains de ses anciens doctorants qui étaient professeurs titulaires à la nouvelle université roumaine. Et puis il va à Cluj, et de Cluj il va faire des grandes excursions, les fameuses grandes excursions de Marton qui sont faites en 1921. Des excursions avec des étudiants français, des étudiants roumains, des professeurs français et des professeurs roumains. Des excursions qui visitent toutes les grandes provinces, les nouvelles provinces de la Grande Roumanie. Donc il va jusqu'en Bessarabie, il va au Dobruja, et il va avoir des très beaux carnets de voyage où il fait des croquis sur les formes de relief qu'il rencontre, puis il fait des observations, il fait des photos. Par exemple, au musée de l'Université de Cluj, nous avons une très belle photo du château, de la forteresse de Hotin en Bessarabie, qui maintenant, voilà, on ne peut plus le voir sauf si on va en Ukraine. Mais lui, on a cette photo qui est marquée, faite par de Marton en 1921. Donc on a cette image de la forteresse de Hotin de 1921, mais pas seulement. Et donc, je reviens sur cette idée. Donc il y a d'un côté les professeurs embauchés suite à cette convention signée le 15 juin 1919. Les professeurs embauchés qui vont dans des lycées et dans l'université. Il faut déjà mentionner, donc, à l'automne de 1919, on compte à peu près 15 professeurs français qui vont déjà dans les lycées roumains en Transylvanie et qui vont donc enseigner le français à des élèves de Transylvanie, surtout des élèves roumains. On a des professeurs comme Emmanuel de Marton qui viennent
avec des étudiants français et des étudiants qui deviennent des doctorants, qui font des thèses sur des sujets liés à la Roumanie. Donc pour les Français, c'est aussi un champ de recherche de découvrir la Transylvanie, la Bessarabie, les autres provinces roumaines. Et je ne vais pas mentionner qu'un seul nom, c'est celui de Robert Fichu, un autre géographe qui était disciple de Barton, qui fait sa thèse aussi sur la Transylvanie et qui va être surnommé Mosul. Donc Mosul, c'est une population roumaine des montagnes à Poussin. Et donc si un Français comme de Fichu va recevoir ce surnom du Mosul ou celui qui aime comme les monts, ça veut dire quelque chose. Et puis il y a une troisième catégorie, ce sont les professeurs universitaires français qui viennent en tournée en Europe centrale et qui passent aussi par la Roumanie et qui font des grandes conférences. Mais ils ne font pas de cours. Par exemple, de Barton, il fait des cours. Il y a un autre grand spécialiste français qui va à Cluj, qui fait régulièrement des cours, c'est Paul Montel, donc je crois que vous connaissez bien, donc c'est un mathématicien qui a vraiment beaucoup collaboré avec l'Université de Cluj, mais ils ne sont pas les seuls. Et pour ceux qui vont en tournée justement, qui font juste des conférences, il faut dire que pendant tout l'entre-deux-guerres, les Français sont sur la première place au nombre des enseignants étrangers qui visitent la Roumanie et la Transylvanie en particulier. La deuxième place appartenait, je crois, aux Italiens, et puis Britanniques, et voilà, l'ancien pays de l'entente. Les Allemands ou les Autrichiens vraiment n'étaient pas très prisés à l'époque, mais les Français, c'était toujours les premiers. Les liens étaient très forts. Et la mission universitaire qui avait envoyé les premiers profs, donc jusqu'en 1924, jusqu'à la fondation de l'Institut français de Bucarest, elle a été dirigée par un personnage aussi très intéressant, un Français qui s'appelait Charles Théo, qui était un inspecteur de l'enseignement général en France et qui a après donné la suite à l'Institut français de Bucarest. Il faut dire aussi que la convention signée en juin 1919 a servi de modèle pour une autre convention signée au printemps de 1920 par la France avec la Yougoslavie, le royaume de Serbes, croates et slovènes en fait, à l'époque, qui était peut-être moins centré sur les choses universitaires, mais qui avait à peu près les mêmes conditions du point de vue des traitements des professeurs français qui sont eux aussi envoyés en Yougoslavie pour répondre à l'influence française en Yougoslavie. Donc la Roumanie, c'est une première, mais ce n'est pas un cas singulier en quelque sorte. Ça montre bien combien l'influence française dans l'Europe centrale et orientale a été vraiment importante dans l'entre-deux-guerres et surtout dans les années 20. Parce que dans les années 30, ça commence à diminuer pour plusieurs raisons. Y compris à cause de la crise économique qui affecte tout le monde en Europe et pas seulement. Et voilà, je terminerai peut-être, comme je viens de le dire, sur cette phrase que les échanges culturels ont été vraiment très très importants. C'est une autre façon de faire de la diplomatie. Et cette belle phrase que j'aurais trouvée dans une lettre d'Emil Rakovic justement à Emmanuel de Barton, une lettre envoyée dans les années 30 qui disait à de Marton, qui venait d'être reçu parmi les docteurs honoris causa de Cluj, et Rakovic disait à de Marton, le recteur de l'université de Cluj, disait il ne s'agit pas de t'octroyer un autre titre, donc le titre de docteur honoris causa, tu en as déjà assez, c'est pas ça, en fait il s'agit de te remercier de ta contribution à la création de la Grande Roumanie, à la création de l'Université de Cluj et par la création de l'Université de Cluj à la création de la Grande Roumanie. Et je crois que c'est ça qu'on a gardé tout au long de l'entre-deux-guerres, cette idée que la France a beaucoup joué dans la création de la Grande Roumanie, il ne faut pas oublier. Aussi, maintenant ça me vient à l'esprit, toutes les manifestations de reconnaissance qu'on a fait et au général Berthelot et au comte de Saint-Hilaire, parce que bon, Berthelot a été fait citoyen honoraire de Roumanie pendant l'entre-deux-guerres, il a reçu ce fameux domaine en propriété en Roumanie.
Et puis Saint-Hilaire aussi était très bien, très aimé, il a eu des monnaies, et puis il a eu plein de choses. Donc les Roumains ont été très reconnaissants de cette aide qui a vraiment, comme je viens de vous présenter, qui a couvert tellement de domaines, si je peux dire comme ça, et pas seulement le domaine politique ou pas seulement le domaine économique. On a fait beaucoup dans le domaine scientifique et culturel. J'en parle pas maintenant des tournées, des théâtres français ou des salons de livres français à Bucarest. Ça, c'est toute une autre histoire, c'est pour une autre conférence. Mais bon, j'espère que vous avez pu vous faire une petite idée sur ce que ça a signifié l'aide française pour la Grande Roumanie. Donc je termine ici et peut-être si vous avez je sais pas, des questions, des choses à compléter, si quelqu'un... Je voudrais savoir pourquoi c'est particulièrement centré sur la Transylvanie et que vous n'évoquez pas Bucarest. Alors, je ne sais pas du tout quelle est l'histoire de l'université à Bucarest, à Iași et dans d'autres grandes villes, à Brașov ou je sais pas. Non, Brașov c'est aussi en Transylvanie, excusez-moi. Mais enfin dans d'autres villes qui ne sont pas de Transylvanie. Bon, c'est tout. C'est tout. Ouais. Donc l'explication est très simple parce que pendant l'entre-deux-guerres, en Roumanie, en fait, la loi ne reconnaissait que 4 universités. Celle de Iași, qui était en fait la première, qui fut fondée en 1860, celui de Bucarest, ou celle de Bucarest, qui était fondée en 1864. Puis Cluj et Cernăuți, ce sont les 2 autres universités. Donc Cluj en Transylvanie et Cernăuți ont à l'époque Bessarabie, mais maintenant c'est en Ukraine. Et c'était des universités qui ont redevenu, qui ont été refondées comme universités roumaines. Oui, excusez-moi, vous avez raison. Après la Grande Guerre. Donc, à Cluj, on a passé d'un enseignement en langue hongroise en langue roumaine, à Cernăuți, en Bucovine, et merci pour ce petit rappel, excusez-moi. En Bucovine, on a passé d'une université de langue allemande à une université de langue roumaine aussi. Et donc, c'est pour ça que c'était les nouvelles provinces réintégrées à la Roumanie et on a centré les efforts sur ces nouvelles provinces. Et parce que déjà à Bucarest et à Iași, l'influence française était chose faite. On ne devait pas. C'était quelque chose de. Comment dire. C'était évident. Oui, pour vous tous c'est évident, mais pour moi je ne oui, mais disons que maintenant peut-être ça comprend tout à voilà, fait. Parce que la francophilie et la francophonie de vieux royaumes, donc de la Moldavie et de la Valachie, c'était chose acquise. D'accord. Et que tout c'est clair. Voilà, et que pendant longtemps, les étudiants de Bucarest ou de Iași allaient faire les études du doctorat ou voilà, faire des spécialisations à Paris. Tandis que les gens qui étaient des Transylvains ou qui étudiaient à Cernăuți, ils allaient soit à Vienne, ils allaient en Allemagne. Donc il fallait vraiment, c'était en fait remplacer le modèle de l'Autriche-Hongrie, si je peux dire le modèle allemand, par le modèle français. Et ça, c'est, comment dire, c'est déjà encore plus accentué par le fait qu'on a pris un temps assez long pour faire une loi unitaire de l'enseignement national en Roumanie, de l'enseignement universitaire. Donc la loi unitaire de l'enseignement universitaire en Roumanie a été faite qu'en 1932. Donc c'était une longue transition. Et entre 1919 et 1932, on a eu, comment dire, c'est le mot, une transition de modèle allemand au modèle francophone pour Cluj et pour Cernăuți. Pour vous dire, l'université de Cernăuți, on l'appelait le Heidelberg de l'Europe de l'Est. Ah bon? Donc c'était une université, comme disait Anna Maria, d'une forte influence allemande. Voilà. Et d'ailleurs, cette conférence tombe très bien parce que cette année, je pensais que vous allez dire les mots, c'est le centenaire donc, de l'université de Cluj, l'université roumaine de Cluj. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que les résultats ont été tels que c'était aussi d'un aussi bon niveau qu'à Bucarest ou à Iași? Est-ce que Cluj a pu avoir justement de bons éléments? Même, il faut quand même dire un petit bémol, ajouter un petit bémol à ça,
c'est vrai qu'on a investi beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts pour transformer l'université de Cluj dans une université roumaine. On a réussi ça très bien, je pourrais dire. Mais parfois, surtout dans l'entre-deux-guerres, il y avait certains profs qui considéraient qu'enseigner à Cluj, c'était juste le premier pas avant d'aller enseigner à Bucarest. C'était toujours l'attrait de la capitale. C'est normal. C'est partout. Voilà. En France, Voilà. c'est encore mieux. Mais je crois que c'était une reconversion réussie. Et là, il faut que j'ajoute quelque chose parce que, bon, on a fêté le centenaire de l'université de Cluj, mais à présent, l'université de Cluj, c'est la seule université multiculturelle en Roumanie. Ça veut dire qu'on a 3 langues d'enseignement et 3 lignes d'enseignement. Donc, on enseigne évidemment en roumain, mais aussi en hongrois et en allemand. Donc, ça répond à peu près à la composition ethnique de la Provence, parce que l'élément hongrois reste assez fort. L'élément allemand, c'est important. Malheureusement, ils sont beaucoup diminués à cause des émigrations en Allemagne pendant le communisme et à cause des déportations pendant la Deuxième Guerre. La déportation des Allemands, bon, c'était pas quelque chose de l'Union très... soviétique, non? Oui, parfois même, ils ont été pris par force pour être membres de la SS, de la Waffen-SS par Hitler. Donc, c'est les choses très, très délicates avec la minorité allemande de Roumanie pendant la Deuxième Guerre, mais je n'entre pas dans ce sujet. Et voilà, donc j'espère que... Ouais, j'ai une dernière question. Et alors aujourd'hui, l'enseignement du français à l'université de Cluj, donc, il y a... quel est l'intérêt pour le français, pour des lycéens et des étudiants de Cluj? Est-ce que ça... oui, roumain bien sûr. Est-ce que ça s'est estompé ou est-ce que ça reste? Je crois que ce phénomène de la diminution de francophonie est général. Grâce à Google, Microsoft, voilà, si je peux dire comme ça, mais pas seulement. Il y a un lycée qui enseigne en particulier en français. Il y a un centre culturel français, en fait un institut culturel français à Cluj, qui vient d'être, à la tête de laquelle vient d'être élue la première femme roumaine, la première directrice roumaine qui dirige un institut français. Voilà. Qui est très actif dans l'Institut français de Cluj. Et puis il y a un département de français à la faculté de lettres ils sont assez actifs. Oui, merci d'ajouter ça. Mais ça, maintenant, c'est une autre université, c'est pas donc c'est l'université de médecine qui a une ligne d'enseignement en français. Oui, ça, je connais l'histoire des écoles français qui vont... Voilà, justement. C'est autre chose. Ça. Voilà. C'est vraiment... mais ils ont beaucoup d'étudiants français en langue anglaise, oui. Donc il y a... Je crois que les Français, bon, à part les Hongrois, les Français, c'est la plus grande minorité du Cluj, si je peux dire comme ça. Quand vous avez parlé vraiment de la définition de la frontière, notamment le problème du Banat qui était sous contrôle français en 1919, est-ce vrai ou pas? J'ai aucune idée, mais j'ai entendu, donc ça n'a aucune valeur scientifique, que le partage du Banat, c'était en quelque sorte lié au fait que le Maramureș historique, qui a été sous administration roumaine tout de suite après la guerre et qui est passé sous administration tchécoslovaque à ce moment-là, je crois, immédiatement, oui, à peu près, c'était fait justement dans ce marchandage pour compenser au niveau de la frontière. Est-ce vrai qu'il y a un lien entre le fait que ce Maramureș historique a été en fait, perdu par la Roumanie en 1921, parce que c'était sous administration roumaine jusqu'en 1921, et ça, il y a un lien avec du Banat. Écoutez, je ne suis pas vraiment spécialiste du Banat, et donc je ne pourrais pas vous donner une réponse très très claire à votre question. C'est ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vraiment, au moment des négociations sur le Banat, les deux parties, c'est-à-dire les Serbes et les Roumains, chacun voulait tout le Banat. Donc c'était des revendications maximales. Voilà, Bratianu justement, et puis les politiciens serbes voulaient la même chose, avoir tout le Banat dans leur pays.
Et donc, on a fait une frontière qui a essayé de contenter tout le monde. Je ne sais pas si on a réussi. Et alors là, vraiment, avec le Maramuresh, c'est possible. Je n'ai pas étudié la question. Merci. Oui, toujours en parlant du Banat, moi ce que j'ai appris récemment, c'est que en fait, la Serbie a eu de loin le plus grand nombre de victimes durant la guerre. Ça, c'est vrai. 3 fois plus que la France, 3 fois plus que la Roumanie. Et donc était un martyr vraiment de la Première Guerre, le champion du martyr. D'une part, d'autre part, c'est que Franchet Esperet, qui avait fait justement, qui était dirigeant de cette offensive française, s'était installé, comme vous avez dit, en Serbie. Hein. Et donc c'était un peu délicat de reculer, un peu ce que vous disiez. Hein. Donc il y a eu une négociation, enfin c'était relativement, je dirais moitié-moitié, hein. C'était pas très injuste pour les Roumains. Je sais qu'il y a une thèse faite par une jeune Roumaine que je connais personnellement, qui en fait a fait sa thèse avec Jean-Noël Grandon, vous connaissez bien ici à la Maison Roumaine. Et cette jeune dame, elle a travaillé justement sur la question du Banat. Je crois qu'elle n'a pas publié malheureusement sa thèse. Pardon, elle n'a pas publié sa thèse, mais elle a fait également une thèse en co-tutelle, donc elle a étudié les archives du Quai d'Orsay, les archives roumaines, justement sur cette question du Banat, qui est vraiment, et sur la présence française dans le Banat, très intéressante, mais elle n'a pas publié. Il faudrait l'inviter si tu nous donnes le nom. Pourquoi pas. Elle enseigne d'ailleurs le français maintenant à Cluj, donc elle pourra bien faire une conférence. Oui. C'est intéressant ce sujet de rappeler aussi une chose qui n'est pas très connue, parce qu'il y a un prêtre, un évêque orthodoxe, Michel Laroche, dont le grand-père était le secrétaire général du Quai d'Orsay et impliqué et a beaucoup défendu la Roumanie. J'ai acheté son livre et j'étais très frappé de découvrir ces choses-là. Donc Jules Laroche, qui était le secrétaire général du Quai d'Orsay, et donc le petit-fils, m'en a longuement parlé, et justement cette action est assez intéressante. Et là-bas, on trouve, je me rappelle de ça, parce qu'on trouve des commentaires sur justement ces discussions autour de la frontière roumaine, surtout de Banat, et d'Espéret apparemment était jugé d'une manière, je ne me rappelle plus très bien, mais enfin, on considérait qu'il ne connaissait pas très bien l'histoire. Il avait d'autres intérêts, comme on dit. Je ne sais pas, d'autres intérêts, j'ose pas dire ça, d'autres intérêts, mais en fait, il avait une vision qui était une vision très superficielle. Je sais, ça confirme un peu ce que vous dites. Je sais par exemple que les politiciens qui négociaient à Paris, à Versailles, voilà, à la conférence de paix, n'étaient pas très contents de l'armistice de Belgrade qui justement a été signé par Deprez. Et alors les mandarins du Quai d'Orsay, pour dire comme ça, ils disaient, mais vous avez signé cet armistice. Alors les gens qui l'ont signé se sentent, comment dire, en anglais on dit they are entitled, se sont autorisés. Voilà, se sont autorisés de revendiquer sur le trajet que vous avez signé à Belgrade, qui n'est pas vraiment le vrai trajet qui a été établi par les traités de paix. Et donc ils n'étaient pas très contents de ce petit mélange de militaires dans les affaires des diplomates, si on peut dire comme ça. Mais ça, c'est la même chose avec Berthelot, parce que les gens de Paris n'étaient pas contents de ce que faisait Berthelot sur le terrain et de son appui constant à la cause roumaine. Il disait, plus ou moins, il reprochait à Berthelot qu'il était trop roumain. Voilà, donc, justement. Plus roumain que les Roumains. Oui.